Cathy Barasque est une philosophe, essayiste et poétesse. Son champ de recherche est le langage et la question du genre. Vendredi 26 mars 2021, Cathy Barasque présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son dernier essai intitulé Passion polygraphe, en discussion avec son éditrice Auristelle Bonis des éditions X. Merci à la librairie Ombre Blanche, merci à Hélène Cardona et à Christian Torel de nous accueillir ici, et merci à vous toutes et tous qui avez fait ce déplacement. Alors effectivement, c'est très intime comme rencontre. Moi, j'ai un petit peu l'impression d'être une guide touristique. Là, on serait dans un, on serait dans un autocar. Alors, je ne vais pas faire la guide jusqu'au bout. C'est beaucoup Cathy, en fait, qui va nous guider dans le paysage qu'elle nous propose d'explorer ensemble. Moi, je vais commencer juste par faire un petit retour vers le passé pour vous dire assez brièvement pourquoi ce livre, enfin pourquoi il est édité chez nous aux éditions XE, et vous raconter que derrière ce livre qui paraît aujourd'hui avec ce titre si beau, Les passions polygraphes, il y a déjà toute une histoire vieille d'une bonne petite cinquantaine d'années, une histoire qui commencerait avec le féminisme des années 70 et des rébellions portées notamment, alors voilà, on ne va pas entrer dans le détail, mais par des grandes figures qu'un certain nombre d'entre vous sûrement connaissent ou ont vraiment connues, qui s'appelait Michel Causse, qui était vraiment d'ici, qui s'appelait Monique Wittig, et qui, dans les années 70, ou à partir des années 70, disons plutôt, vont se rebeller contre cette langue qui ne les accueille pas en tant que locutrice, en tant que personne non masculine, disons, enfin, qui fait la part belle au masculin, qui déclare étrangère à la langue toutes celles qui... Enfin, voilà. Et elles ne sont pas contentes, et elles vont chercher, avec d'autres, des façons de se nommer et de se pronommer. C'est tout un travail et toute une réflexion, peut-être plus justement, sur les pronoms. Comment est-ce qu'on se nomme dans cette langue ? Je vais vite parce que Cathy reviendra beaucoup sur les détails de l'histoire, mais l'idée, c'est que la langue est inhospitalière à ce qu'on n'appelle pas encore les genrés féminins, mais elle ne nous accueille pas, elle ne nous fait pas la place. Et à partir de là, à partir de cette rébellion, de cette fronde contre la langue, qui donnera des livres très très beaux, hein, notamment je pense à ceux de Monique Wittig, à commencer par l'Opoponax, où le seul prénom, pour ne pas être genré, est le « on » indéfini. Ça va résonner dans certaines oreilles, la gauche passe dans les années 80, en 81, et quelques temps plus tard, un Premier ministre qui s'appelait M. Jospin va nommer une commission de terminologie pour réfléchir à ce qu'il va appeler, et ce qui va encore déclencher une nouvelle fronde, mais plus tard, la féminisation. La commission de terminologie, présidée par Madame Yvette Roudy, qui est alors ministre des Droits des Femmes, et accompagnée par Benoît de Groult, qui a fait un gros travail aussi. Elles font un travail intéressant, c'est-à-dire que leur projet, qui est plus institutionnel, c'est réhabiter le féminin dans la langue, c'est féminiser les noms de métiers, les noms de fonctions, voilà. Mais on est aussi à cette époque où, parce que celles que Cathy appelle les scribes indociles ont protesté contre l'absence et contre la forclusion du féminin, on est à l'époque où on va mettre poliment le « e » du féminin, la marque du genre entre parenthèses, et l'écrire comme ça. Ce qui, évidemment, n'est pas très satisfaisant. C'est-à-dire, on nous fait une place, mais c'est la parenthèse. Voilà. Donc, il y a ces deux courants. En fait, il y a les scribes indociles, dont va vous parler aussi Cathy. Et puis, il y a la commission de terminologie assez officielle qui fait son travail sous la houlette du Premier ministre et de Madame Roudy. Ce pas des courants qui peuvent converger, mais c'est des courants intéressants parce qu'ils vont remuer des choses, les deux. Il y a beaucoup de remises en cause, il y a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent, il y a quelque chose qui commence à se passer dans la langue et qui commence à la chambouler un peu et à la déranger. Et puis... un petit saut dans le temps, en septembre 2014, Cathy, qui a travaillé avec Michel Causse beaucoup, et qui a travaillé notamment sur un projet qu'elle partageait avec Michel Causse,
publie aux éditions X le Requiem pour Il et Elle, qui est un livre réfléchi par elle à partir du travail commun mené avec Michel Coste. 2014, on s'en est étonné tout à l'heure en travaillant ensemble, mais c'était il y a 6 ans et demi. Ça fait très loin. En fait, voilà. Et ce livre ouvre sur des propositions qui sont reprises aussi dans Passion polygraphe et réouvre en fait le possible de l'écriture à ce courant qui était le plus frondeur et qui a un peu été escamoté par, on peut pas dire ça, mais la hargne en fait des féministes qui voulaient absolument que le féminin rentre dans la langue. Alors, il y a Requiem, il y a aux éditions X un certain nombre d'ouvrages sur cette question. Enfin, il y a les ouvrages d'une dame qui s'appelle Eliane Viennot, qui a énormément fait pour réhabiliter, réintroduire dans la langue les mots qui avaient été bannis par les clercs et les académiciens. Le plus bel exemple, celui dont on est le plus fier sans doute, c'est la réintroduction du mot autrice, qui en fait voilà, est maintenant à nouveau utilisé, usité, qu'on entend. Voilà. Donc Eliane Viennot fait ce travail-là, d'autres aussi. Et Cathy me propose son dernier opus avec ce titre absolument superbe, Des passions polygraphes, dont je dis tout de suite, ben oui, bien sûr. Bien sûr, ma chère Cathy, on va le publier. Et ben voilà, et merci encore. Merci bien sûr à Ombre Blanche, à Hélène et à Christian, et merci d'être là, c'est-à-dire de nous donner ce plaisir d'une rencontre, parce qu'on commence de perdre le plaisir des rencontres. Et bien sûr, Auristel, merci pour accueillir ces passions polygraphes dans cette très belle maison d'édition que tu portes et dont on ne peut qu'admirer le catalogue, le très très beau catalogue de plus en plus. Alors, je vais revenir peut-être sur le plus évident qui est ce titre de Passion polygraphe. Passion polygraphe, le terme évidemment de passion est très important. Il est très important parce qu'il est à double entente. D'une part, ces passions dont je parle sont des passions tristes, les passions du ressentiment. Tout ce qui s'est manifesté très vite dès lors qu'on a touché à la langue, et plus particulièrement, parce qu'en tout cas c'est là-dessus que moi je travaille, qu'on a touché à l'écriture, à ce que je conceptualise dans le terme de langue-écriture. C'est là que ça se passe, et c'est là que toutes ces passions qui stigmatisent une sorte une atteinte qui est une atteinte à la sacralité de l'écriture, à ce sanctuaire qu'est la langue-écriture, eh bien, on a assisté, et depuis finalement des années, et déjà, Auristel, tu parlais de la commission qui était la commission Roudy. Bon, Benoît de Groult a suffisamment raconté à quel point elles avaient été traînées dans la boue, ridiculisées, etc. Donc c'est vrai que les passions tristes sont au cœur de ces polygraphies qui se déploie, comme on l'a vu finalement depuis, tu dis, les années 70. Mais quand j'ai dit passion polygraphe, évidemment, double entente. C'est-à-dire qu'en même temps, ces passions polygraphes, ce rapport aux polygraphies est aussi un rapport qui est un rapport joyeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des passions tristes, il y a des passions qui sont des passions joyeuses, parce qu'il y a une jouissance, qui est une jouissance de toute cette effervescence graphique, toutes ces inventions, et ce que je trouve très beau aussi dans une poétique qui va être une poétique justement de la pronomination et tout ce qui s'ouvre à travers cela. Donc je crois que ça signifie que l'écriture et donc les polygraphies font apparaître un espace qui est finalement un espace passionnel. L'écriture est le lieu de passion. Finalement, ce qui est en jeu, je crois, dans ces passions, cette multiplicité aussi de passions, c'est qu'on découvre qu'il y a un espace où se sont sanctuarisées les catégories identitaires et que c'est à cela qu'on va toucher. C'est-à-dire que tout le tumulte graphique va mettre en question un ordre qui est finalement un ordre ontologique. Ce qui va être bousculé, c'est ça.
Voilà, donc ça c'était pour éclairer un petit peu à la fois la tristesse et en même temps la jouissance des inventions qui étaient des inventions d'écriture. Ce qui a donné naissance à ces passions polygraphes, c'est le terme que tu as évoqué aussi, Auristel, et que moi j'ai utilisé, qui est ce terme de tumulte graphique. Parce que ce tumulte graphique, avec tout ce que vous connaissez, l'utilisation des parenthèses, puis des tirets, puis du point, puis du point milieu, bon, et autres, on y reviendra peut-être. Tout cela se passe dans l'écriture et met en évidence une efficience propre de l'écriture. Qu'est-ce qui se passe dans l'écriture? Ce qui arrive à la langue fait événement dans l'écriture. Pourquoi? Parce que c'est là que va se visibiliser l'ordre de la langue, et donc l'atteinte à cet ordre de la langue, l'atteinte à cette prescriptivité de l'écriture qui est finalement toujours justificatrice d'un ordre des choses et d'un ordre des corps aussi. Donc par là même, dans ce tumulte graphique, c'est visibiliser l'inhospitalité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire découvrir au fond que l'écriture ne fait pas demeure à qui n'arrive pas à trouver son lieu dans l'ordre graphique, enfin finalement dans l'ordre de la langue, mais dans cet ordre graphique. Alors, je reviens un tout petit peu sur le chantier qui est resté ouvert pour moi, qui était le chantier de ce livre, Requiem pour il et elle, donc qui déjà est un petit peu ancien, mais il est resté ouvert, ce chantier pour moi, parce qu'il était déjà un chantier d'invention graphique. Et, on l'a dit, le chantier porte essentiellement sur deux points qui sont essentiels. D'abord, la pronomination, la recherche d'un pronom. C'est pour ça que le titre était Requiem pour il et elle. Hein, donc, cette pronomination et, bien sûr, la marque grammaticale du genre. La question, si je la formule, enfin si je résume un petit peu, la question c'est comment s'énoncer? Comment puis-je m'énoncer dans l'orthèse grammaticale du genre? Si, en effet, les catégories identitaires qui sont à ma disposition et auxquelles je suis assignée ne semblent pas me donner lieu. Donc il y a toute une histoire, en effet, qui, pendant toutes ces années, va faire apparaître, va mettre en danger un ordre. Et donc, les polygraphies sont la mise en question toujours de cet ordre. Et il m'a semblé, dans ces 2 ou 3 dernières années en particulier, il m'a semblé que les deux questions qui étaient les deux questions de la pronomination et de la marque étaient les questions qui cristallisaient justement les passions. C'est-à-dire que ces polygraphies, précisément, hantaient un pronom, une marque, étaient véritablement là. L'effervescence était là. Donc ça veut dire qu'il fallait rouvrir le chantier, ça veut dire qu'il fallait essayer de travailler sur ce tumulte-là. Et à la fois l'analyser et, bien entendu, entrer dans cette jouissance polygraphique et ouvrir avec d'autres une poétique qui était une poétique à la fois des pronoms et des marques. Quand je parle de poétique, ça veut dire que je ne me situe pas dans une quelconque normativité. Ça veut dire que, on verra un petit peu, peut-être à la fin, la possibilité d'un pas au-delà, quelque chose qui serait un pas au-delà. Donc, je me situe précisément là. Et la question fondatrice du livre, c'est bien cette question: que se passe-t-il quand on touche à la police grammaticale des accords et aux assignations genrées des sujets? Je vais citer un passage du livre. La polygraphie tumultueuse des écritures de soi et ses présupposés et enjeux philosophiques, épistémologiques, politiques, éthiques. Toucher à la police grammaticale, c'est non seulement ébranler le régime de genre hétéronormatif, les rapports sociaux de sexe et l'appropriation au masculin universel générique, mais c'est aussi et surtout découvrir la phénoménologie absente, la contention des corporéités dans leur assignation, encore et toujours, à une différence naturelle, biologique,
en toute confusion des concepts utilisés. Il y a, nous écrit Cathy, dans la langue écriture à disposition, une phénoménologie en creux, une phénoménologie en demande, une autorisation donnée à d'autres grammaires de la présence. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans les inventions polygraphiques, pronoms et marques détachés de leur obligation référentielle, présentification délivrée du sexe-essentialisme des accords. Bon, je ris parce que je me dis, mais on a choisi ces passages ensemble et en fait, en les lisant à voix haute, ce que je n'avais pas fait, je me dis, il faut peut-être que tu t'expliques un petit peu sur un certain nombre des mots là, que je viens de lire. tu crois? Par exemple, le dernier, le sexe-essentialisme des accords. Oui, ben, le sexe-essentialisme des accords, bon, c'est une façon évidemment d'articuler la fondation, enfin une sorte de fondation qui est une fondation du genre grammatical. Hein, je pense à l'article de Yannick Chevalier, ce que le genre doit à la grammaire. Hein, c'est son article dans Qu'est-ce que le genre. Donc il me semble qu'il va y avoir une fixation, une essentialisation, c'est ce que j'appelle une sexe-essentialisation dans les accords qui sont les accords grammaticaux. Nécessairement, il y a quelque chose qui renvoie à quelque chose qui est toujours précédent. Quand je lis, je suis dans l'écriture qui est l'écriture grammaticalement juste, correcte, ou orthographiée, hein, orthos, la droite écriture, je dirais. Il me semble que je lis dans les accords grammaticaux ce qui est une sorte de substrat, de support, qui est un support ontologique et essentialisé, qu'on appelle le sexe. Concept, à partir de là, possible. Enfin, je pense qu'il faut quand même essayer toujours d'inventer des concepts, en tout cas jouer avec les bricolages, quoi. Et ce concept-là, il me semblait à peu près rendre compte de ce qui est au cœur, finalement, de l'écriture, de la langue écriture, qui est ça, qui est un processus de sexentialisation. Même si c'est un peu difficile à dire, on ne va pas évidemment l'utiliser tout le temps, quoi. Oui, ce passage que tu as lu, c'est un passage qui se trouve dans le chapitre qui s'appelle « Petite philosophie des traversées », qui, pour moi aussi, rend compte peut-être de l'allure philosophique que j'aime bien donner à ce que j'ai fait là, c'est-à-dire une philosophie aussi qui est une philosophie traversière, qui peut trouver de la nourriture vraiment conceptuelle, épistémologique, etc., chez des philosophes qui peuvent être des philosophes très éloignés, enfin assez éloignés, si je prends Spinoza, c'est quand même un petit peu loin, ou des philosophes du XVIIIe qui aident, à mon avis, à penser justement une logique qui est une logique essentialisante et la façon dont les choses se figent aussi dans l'écriture. Enfin, j'y reviendrai peut-être à propos de ce qu'on peut appeler un discours de vérité. Il me semble qu'il y a dans la langue et donc dans l'écriture un discours de vérité, c'est-à-dire que je saisis dans l'écriture et dans la façon dont toutes les assignations sont respectées dans cette écriture, le discours vrai que j'attends. Je vais trouver là la réponse à une question, qui es-tu ? Et je vais répondre en m'accordant d'une certaine façon. Si j'écris, je vais user des accords grammaticaux qui sont les accords grammaticaux prescrits. Donc ça, pour moi, ça peut rentrer dans le cadre de ce que j'appelle une sexe-essentialisation. On pourra le dire autrement. Alors, à partir de là, je reviens sur, pour moi, ce qui est vraiment toujours, je crois, l'essentiel, justement, c'est que ce qui s'est passé dans l'écriture depuis quelques années est de l'ordre de l'intrusion. Alors, je dis intrusion et je ne dis pas transgression. Intrusion dans les attendus, qui sont les attendus de la pronomination de soi, intrusion dans les attendus du marquage. Et je crois qu'il y a intrusion parce que ce qui apparaît à ce moment-là, je crois, c'était un petit peu évoqué à la fin de ce passage, c'est qu'il y a comme une panne phénoménologique dans la langue. Par panne phénoménologique, qu'est-ce que j'entends ? J'entends que l'écriture, donc la langue écriture, nous délivre à chacun, chacune, notre droit de manifestation, notre droit de venir à la présence, le droit de venir à la présence des subjectivités. C'est-à-dire que je dois me dire, je dois m'écrire, me signifier, et
ça sera aussi ma signature, me signifiait dans une grammaire qui est la grammaire de la reconnaissance identitaire en usage. Donc, la question, me semble-t-il, qui se pose alors, c'est comment prononcer sa phénoménalité? Comment mon corps phénoménal peut-il être là, être dans sa présence, dans un espace de contention qui est finalement celui de l'écriture. Et il me semble que tout le tumulte, évidemment, graphique, est un tumulte qui répond en quelque sorte, ou qui en tout cas fait surgir constamment cette question. D'où le travail que j'ai essayé de faire, évidemment, dans ces passions polygraphes, avec à la fois des propositions, mais des propositions qui supposent une sorte de prise vraiment en vue des polygraphies, de toutes les polygraphies qui étaient là. Pour répondre à la question que je viens de poser, c'est-à-dire comment se prononcer, comment prononcer sa phénoménalité dans un espace qui est un espace de contention. Je crois que dans toute cette histoire qu'on vient d'évoquer, qui a pris différentes formes, ce qui a été mis en place, ce sont des stratégies polygraphiques. Par exemple, quand on a évoqué la question de la féminisation, sur laquelle on va revenir, c'est une stratégie polygraphique. Et ces stratégies polygraphiques correspondent pour moi à ce que j'appelle des époques graphiques. Et j'entends le terme d'époque graphique dans le sens qui est le sens grec, c'est-à-dire époquet, c'est-à-dire des suspens. Il y a des moments qui sont des moments de suspens graphique, des moments où on va essayer d'imposer certaines choses, d'inventer certaines choses, peu à peu de refuser certaines choses, et puis d'en faire surgir d'autres. Et là, peut-être que tu peux lire ce que j'ai essayé de donner comme définition de ce que j'appelle des époques graphiques. Tu viens de le dire très bien. Je vais lire le petit passage retenu. Mais Cathy écrit « Les époques graphiques sont des suspens, des moments où la langue visibilise des rapports de force en les orthographiant dans la police grammaticale du genre. » Mais il me semble que tu l'as très bien explicité là. C'est-à-dire que là, on est, enfin, si je te suis, pour autant, on est encore dans on est dans une langue où se dire soi-même, c'est devoir en fait passer sous les fourches codines de l'assignation genrée sexuée. C'est-à-dire, c'est ou bien je dis je suis méchante, ou bien je dis je suis gentille. Mais il n'y a pas d'alternative entre... Voilà. Et on est là, et pour le moment, on est dans ce régime, c'est ou bien. Mmh. Et il y a l'autre régime dont tu vas parler beaucoup aussi et qui t'intéresse, qui est le ni-ni. Ni oui. Ceci, ni cela, ni masculin, ni féminin. Mmh. C'est-à-dire quelque chose qui serait un rêve, peut-être une utopie, mais... Ni ceci, ni cela, autre chose. Le régime qu'il est convenu d'appeler neutre, où tu vas parler, toi, d'une neutrification, un peu, comme on dit, vitrification, ouais. Enfin voilà, sur, par exemple, une centrale nucléaire qui est très, très dangereuse. Et voilà. Toi, tu dis neutrification. Oui. Pour parler de ce processus-là, de cette utopie qui serait celle du neutre. Oui, alors je ne sais pas si c'est utopie, dystopie, là pour le coup, peut-être dystopie. C'est-à-dire que je peux anticiper, oui, un petit peu, en parler là, en rappelant quand même quelque chose, avant de parler de cette question du neutre. Cette question du neutre, ou enfin d'un genre neutre. Bon. Il me semble que on est, si on reprend cette idée d'époque graphique, on est dans une époque graphique où ce que peut-être l'opinion a quand même énormément entendu, c'est la féminisation. On est entré dans une époque graphique qui a décidé, entre guillemets, où c'est décidé, donc on remonte aussi à Roudy, etc., sous la bannière effectivement institutionnelle, où on a décidé de féminiser. Donc là, il y aura évidemment deux choses à dire. Premièrement, que le terme de féminisation est un terme qui est totalement inadéquat, qu'il ne s'agit évidemment pas d'une féminisation, mais que ça n'est pas pour rien
qu'on a utilisé le terme de féminisation, puisque en utilisant le terme de féminisation, on restait dans l'ordre qui était l'ordre binaire et qui fait que on allait faire revenir dans l'écriture celles qui avaient été silenciées, invisibilisées, ou quand elles étaient là, quand elles portaient la marque de leur genre, c'était précisément pour leur ôter la pleine humanité. Hein, un petit peu ce que dit la linguiste Claire Michard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va, époque de ce qu'on a appelé la féminisation, faire donc, encore une fois, revenir avec ce petit « e » qu'on va mettre d'abord entre parenthèses, ce qui est quand même assez énorme, hein. Un petit « e » entre parenthèses, ou bien on va mettre des tirets, ou bien on va mettre des points. Bon, on va arriver évidemment peu à peu jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture inclusive. L'écriture inclusive qui me paraît aussi un concept à prendre avec des pincettes, qui est plutôt peut-être une écriture non discriminante. Mais si je reviens sur ce terme de féminisation que beaucoup de personnes encore utilisent, hein, on a féminisé, on a dit autrice, ou on a dit professeur, voilà. C'est que, en fait, il fait de nouveau dériver le féminin d'une sorte d'un préalable, enfin, de quelque chose qui est substantiel ou substantif, qui est le masculin. C'est-à-dire qu'on va suffixer un « e » à un radical dont on nous fait croire que ce radical est masculin. Donc, il y a, si vous voulez, une double, quelque chose comme une imposture du terme de féminisation, d'une part parce qu'il conforte un système qui est un système déjà là, d'autre part parce qu'il cache quelque chose. Donc, ce qu'il cache, et là je suis d'accord avec Éliane Viennot, la papesse de l'écriture inclusive, ce qu'il cache, c'est le processus de démasculinisation, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Il y a une masculinisation de la langue qui se fait à peu près à la fin du XVIIe siècle. Bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, énormément de noms, de fonctions, de métiers existaient, entre guillemets, au féminin. Et c'est peu à peu que, comme cela a été dit, pour justifier justement le genre grammatical à partir d'une sexessentialisation, pour le coup, le genre le plus noble doit l'emporter. Donc le genre le plus noble, essentialisé, c'est le genre masculin. Donc le masculin l'emporte sur le féminin. Donc ce qui se passe, ça n'est pas une féminisation de la langue aujourd'hui, enfin, c'est une démasculinisation. Et donc, il faut l'entendre à partir, semble-t-il, de cette histoire, enfin, de l'histoire de l'écriture et de la façon dont on a peu à peu recouvert ce qui pouvait accueillir, finalement, la diversité des subjectivités. Ça y est, il y a un engloutissement qui est un engloutissement de celles qui ne peuvent pas exister dans une pleine humanité ou une pleine agentivité, comme disent Claire Michard. Voilà, je dirais que ce terme de féminisation, il faut essayer de le faire partir, quoi, hein, de ne plus utiliser ce terme. On a féminisé la langue, non, parce que ce terme-là, c'est un masque. Je crois que c'est un expédient qui dissimule ce que j'évoquais, ce moment graphique de la démasculinisation. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, évidemment, je ne suis pas en train de jeter aux oubliettes cette ère graphique qui nous conduit jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture inclusive. Bon, il me semble que dans ces polygraphies qui ont fait revenir dans l'écriture celles qui en avaient été exclues, qui avaient été englouties dans l'universel masculin, générique, etc., eh bien, il y a là une réparation éthique et politique, bien entendu. C'est-à-dire que dans les polygraphies
qui vont arriver jusqu'à aujourd'hui l'écriture inclusive avec point milieu, etc. Je crois qu'on met fin à une imposture qui était présente dans l'inhospitalité de la langue, et donc on va réparer un coup de force, enfin je ne sais pas, un coup d'état dans l'écriture elle-même. Donc voilà, Cathy dit ou écrit « Époque graphique des cacophonies linguistiques » où l'expédient est l'inscription dans l'écriture même de ce dont elle est le manque. Cet expédient nécessaire est mal entendu dans le terme de féminisation. Il est incontournable et sa pratique stratégique continue d'agiter le Quai Conti, autrement dit l'Académie. Revenons sur l'agitation et sur l'usage de l'expédient. L'ambiguïté du terme féminisation est double, car il s'agit à la fois de maintenir les catégories familières d'un système binaire et de conforter l'idée d'un processus de dérivation à partir d'un initium masculin. Ce qui advient à l'écriture est une démasculinisation. Le moment graphique de cette démasculinisation scelle la volonté politique d'en finir avec des subjectivités invisibilisées. Revendication de paraître, revendication légitime sur le terrain des inégalités, puisqu'il est clair que le combat n'est toujours pas gagné. Le combat n'est toujours pas gagné, et on peut quand même... Bon, il y a un chapitre là-dessus que j'ai appelé intermède, qui est un chapitre qui concerne le rapport, qui est le rapport de l'Académie française, qui a été publié, rendu public, je crois, en 2019, ça doit être ça, 2019, et qui porte sur la féminisation, enfin le titre, la féminisation des noms de métiers et des noms de fonctions. Et donc, dans ce rapport de l'Académie française, bon, il faut le lire de près parce qu'il est quand même assez gratiné, dans ce rapport, il n'est jamais question de l'écriture. Il est question, en fait, de la langue et du fait que dans la langue, en effet, il y a désormais, parce que les femmes ont acquis quand même une place sociale, politique, etc., il faudra bien leur donner ce petit quoi. Il faut qu'elles apparaissent, mais elles vont toujours apparaître dans, comme je l'ai dit, une sorte de dérivation qui sera de toute façon une dérivation à partir du masculin. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a une force qui est évidemment une force évidente de toutes ces polygraphies, de toutes ces écritures et de ce que vous voyez de plus en plus dans, je sais pas, dans les journaux, l'usage de l'écriture inclusive. Mais je crois qu'il faudra quand même arriver à se poser cette question. Est-ce que, aussi bien la démasculinisation de l'écriture, mais la réponse est dans le mot en fait, que beaucoup de propositions, et on retrouvera aussi cette question du neutre, de trouver un genre neutre. Bon, est-ce que toutes ces polygraphies mettent finalement en jeu un appareillage, j'appelle un appareillage transcendantal, mais je vais en dire juste un mot, qui est le fait qu'on ne peut pas ne pas s'écrire autrement que dans les cadres qui sont les cadres de la binarité genrée. Donc, est-ce que tout ce à quoi nous assistons n'est pas toujours dépendant de ce cadre qui est masculin-féminin? Alors, j'ai utilisé le terme de transcendantal, ce n'était pas pour utiliser un gros mot, c'était juste pour dire que, ça c'est la petite philosophie traversière, ça me faisait penser à la manière dont Kant, dans l'esthétique transcendantale, va prendre les cadres de l'espace et du temps, cadre a priori, conditions de possibilité justement de la perception, pour poser, enfin montrer à quel point on a ces cadres a priori sans lesquels il n'y a pas d'eux. Eh bien, il me semble que les cadres a priori de la perception des sujets qui s'inscrivent dans l'écriture, dans la langue, eh bien, c'est le masculin et le féminin. Donc, on est dans ce dualisme qui est un dualisme que j'appelle évidemment transcendantal, qui relève en tout cas du transcendantal. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut en sortir? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un pas au-delà qui nous
propose des poétiques pronominales, d'autres formes peut-être de suspens aussi, qui s'échappent, quelque chose qui pourrait s'échapper. Vous écoutez Cathy Barasque en discussion avec Auristel Bonis à la librairie Ombre Blanche, vendredi 26 mars 2021, pour son livre Passion polygraphe, paru aux éditions X. Donc on va revenir peut-être sur le neutre, puisque ça peut être, et ça c'est proposé comme tel, une échappée, considérer que c'est ni masculin, ni féminin, donc c'est quoi ? C'est neutre. Sauf que neutre, c'est porteur d'une négativité qui est en même temps la réitération du masculin et du féminin, ni l'un ni l'autre, ni masculin ni féminin. Donc ça veut dire aussi que dans les propositions qui ont été faites d'ailleurs depuis maintenant pas mal de temps, de troisième genre par exemple, mais si je passe de cette idée de troisième genre à l'idée, voilà, on peut dire qu'il y a un genre neutre, mais je répète que ce genre neutre porte avec lui non pas, je crois, une sorte de pas qui serait un pas au-delà et d'ouverture, une inventivité, mais ça porte seulement une indétermination qui est en fait une indétermination qui est posée comme un défaut par rapport à ce qui est la détermination. C'est ce rapport qui est ce rapport entre neutre, donc indéterminé, mais c'est un indéterminé qui porte une part de négativité telle qu'il est, alors à ce moment-là, la porte ouverte à tous les déchaînements de passion triste. C'est très clair. Donc voilà, moi c'est ma question, c'est y a-t-il une prononciation de soi qui puisse prendre congé d'une logique binaire et qui ne relève pas du référentiel qui est notre prescription? Et ce que je voudrais dire aussi, quand j'ai parlé de politique de neutrification, comme le disait Auristel, qui fait penser à vitrification, c'est parce que je crois qu'on a essayé de liquider cette question de l'énonciation de soi, de la possibilité du pas au-delà, comme je dis. Il me semble qu'on a essayé de l'enterrer par la neutrification, en disant finalement, la langue a peut-être une ressource. On va mettre en usage, comme toujours, le logos met toujours en usage une ruse, une métisse, quoi. Et on va vous donner le neutre comme réponse, ni. Non, je pense que ça n'est pas une façon de sortir de l'appareillage, de la logique qui est la logique référentielle et de l'ontologie dans laquelle, évidemment, on est. Tu voulais dire quelque chose, je crois. Oui, je veux dire quelque chose, mais je vais te dérouter un tout petit peu pour y revenir en arrière. Déroute. Parce que dans ton livre, dans le travail que tu poursuis, tu le poursuis toujours, et ça m'a frappé, ça m'avait frappé dans Requiem déjà, mais j'aurais voulu qu'on revienne un tout petit peu là-dessus. Tu le poursuis toujours, et j'aime beaucoup ça, en compagnonnage avec... on en a déjà parlé tout à l'heure, mais celles et ceux que tu appelles les scribes indociles, ceux qui ajoutent du tumulte au tumulte, qui proposent des solutions plus inventives.
Et il y en a quelques-uns dans ce livre. Alors, je dis ça parce que le pas au-delà, c'est pas que... Ils y participent aussi, c'est-à-dire chacun à leur façon. Alors, tu vas en parler longuement, mais il y a Maggie Nelson, il y a peut-être Donna Haraway, il y a Luca Greco, il y a, enfin, comme ça, des gens qui t'intéressent et dont tu cites beaucoup les travaux. Et c'est joli, enfin, c'est beau parce que, oui, c'est des alliés, peut-être un petit peu, bon, ça va être des alliances temporaires, enfin bon, mais il y a un tribut, il y a un hommage, il y a des petits exercices d'admiration comme ça sur des auteurs, des autrices. Merci, oui, parce que c'est important pour moi, ça. Ce qui est important, je crois, c'est en avançant sur ce terrain-là, quoi, qui est justement sur ce terrain des polygraphies. Il y a une rencontre, parce que il y a ce que j'appelle, enfin, ce qui m'importe, des parentés, des alliances, si tu veux, mais des parentés. Je pense d'ailleurs à ce que dit Donna Haraway qui parle de parentèle, de s'inventer des parentèles. Pour moi, c'est très important, enfin, théoriquement, intellectuellement, d'avancer, et d'avancer avec... Tu as parlé de compagnonnage, donc oui, je pense qu'on avance en essayant de penser avec, près de soi, des voix qui sont là, quoi. Bon, je viens de parler de Donna Haraway. Donna Haraway, moi, je ne suis pas totalement, comment dire, harawayenne. Dans son dernier livre, c'est vrai qu'il y a des choses que je trouve assez complexes à avaler parfois. Bon. Mais pour moi, elle a été quelqu'une d'importante, justement parce qu'elle parle, je l'ai cité, de polygraphie, parce qu'elle parle de polygraphie, parce qu'elle parle de ce qu'elle appelle des écritures floridiennes, avec des inventions qui sont des inventions conceptuelles et qui sont aussi des inventions poétiques. Philosophiquement, j'ai parlé de Thierry Hoquet qui a d'ailleurs été un auteur de X, et je crois qu'il ouvre, alors lui aussi, il est dans la polygraphie, il a proposé une pronomination, des pronominations en yel, par exemple, Y-L, yel. Bon, il a aussi été, je crois, très important dans son livre qui s'appelle Des sexes innombrables, pour vraiment penser une épistémologie justement du sexe qui peut-être ne prenne pas le terme comme acquis, et je crois que c'est très important. Bon, il est philosophe des sciences, donc ça peut paraître un peu étrange. Pour moi, il est très important justement parce que, eh bien, à travers la philosophie des sciences, à travers une épistémologie de la biologie, il y a un chemin qui est aussi un chemin vers l'écriture et vers les polygraphies. Luca Greco, qui est aussi quelqu'un qui travaille sur sexe, langue et genre, là aussi, c'est comme si, à certains moments, quand on travaille, quand on écrit, et surtout quand on écrit sur l'écriture aussi, il y a des lueurs, quoi. Et ces lueurs, elles vont éclairer peut-être un coin de ce sur quoi on travaille. Et c'est ça les parentés, quoi. Bon, et après, j'en parle parce que j'ai quand même une certaine grande affection pour elle. C'est ce livre qui a été un livre très important il y a 2 ans, qui s'appelle Les Argonautes, et qui est le livre de Maggie Nelson. Et Maggie Nelson, je dis que, bien sûr, l'objet du livre, ce ne sont pas les polygraphies ou l'écriture polygraphique en tant que telle, mais la manière dont Maggie Nelson, qui est une, je ne sais pas comment dire, à la fois poète, essayiste, philosophe, qui est ce que j'appelle des penseuses aussi buissonnières, traversières. Elle raconte aussi sa propre histoire avec Harry, qui précédemment était Harriet, qui était donc genré, on va dire, féminin. Et dans la vie qui est la sienne, donc dans une histoire d'amour finalement, eh bien la polygraphie est très importante. Enfin, je veux dire, la question de la polygraphie arrive. Pourquoi arrive-t-elle ? Parce qu'au moment où, je dirais, Hulse décide de se marier, ils vont être obligés de choisir finalement des pronoms à un moment donné qui seront genrés. Et en fait, ils décident justement d'éviter ça. Elle dit, c'est la phrase, mais là, il me semble que c'est à peu près bien traduit, je suis devenue, je crois, la spécialiste du contournement des pronoms.
Et ça, je trouve que c'est une phrase tout à fait extraordinaire dans ce livre-là, puisque bon, je rappelle juste que les Argonautes, c'est la référence à l'histoire de Thésée, à l'histoire du bateau d'Argos. Vous savez, donc ce bateau, toutes les pièces du bateau vont être peu à peu changées. C'est-à-dire que quand le bateau reviendra au bout du voyage, est-ce que ce sera le même bateau ? Alors oui, c'est le même bateau, mais non, ce n'est pas le même bateau. C'est-à-dire que c'est la question de l'identité. Donc le thème du bateau de Thésée, c'est un thème qui est un thème très présent dans la philosophie pour penser l'identité. Aristote déjà parle du bateau d'Argos. On va le retrouver effectivement à plusieurs moments dans l'histoire de la philosophie. Et quand Maggie Nelson, donc l'écrivaine américaine, prend ce titre, Les Argonautes, elle fait référence, elle, à Roland Barthes et à un passage, c'est dans Fragment de discours amoureux, je crois. Mais il y a aussi quelque chose dans le séminaire sur le neutre, si je me souviens bien, et il parle du bateau de Thésée, de ce thème d'Argos. Donc voilà, ça c'est aussi par rapport à ce que disait Auristel, ces parentèles, enfin ces accompagnements qui sont ceux sans lesquels, il me semble, ne s'éclairerait pas la possibilité même d'écrire et de penser. Et puis, bon, les scribes indociles, il y a un chapitre sur ces deux scribes qui, pour nous, depuis, justement, qui travailleront dans ces questions d'articulation, de genre, et la question de l'inhospitalité de la langue écriture. Bon, c'est quand même Monique Wittig et Michel Causse, bien sûr, qui ont été des marronnes, celles qui ont essayé de faire intrusion, justement, littérairement, poétiquement, théoriquement aussi, enfin, il me semble, dans cette écriture. Et tout à l'heure, tu citais, je crois, Fallopoponax, mais dans le chantier littéraire, si je reprends le chantier littéraire de Monique Wittig, que tu as publié avec les presses universitaires de Lyon, qui est donc un texte théorique de Wittig. Wittig dit ailleurs aussi, mais enfin, que en fait, ce qui l'intéresse, ce sont les pronoms, quoi. Que la question pour elle, c'est la question des pronoms. Donc dans l'Opoponax, le pronom c'est on. Alors on va dire c'est un pronom neutre, mais bon, c'est un livre absolument merveilleux. Et ensuite, dans, par exemple, le livre qui s'appelle Les guerrières, elle va utiliser un collectif qui est un collectif féminin. Bon, dans Passion polygraphe, forcément, il y a mes passions polygraphes à moi. C'est-à-dire mon rapport aussi passionnel à des polygraphies et à des exercices qui sont des exercices d'écriture dans lesquels ce que je cherche, moi aussi, se trouve vraiment travailler jusqu'à un au-delà, quelque chose qui est au-delà. Et on est là pour poursuivre ça, quoi, pour se dire que on ne s'arrête pas. Si tu veux, je fais la citation et puis peut-être tu reprends. Voilà, donc je vous lis ce petit pas au-delà. Cathy, et à partir du travail en fait effectué aussi avec Michel Causse, a imaginé deux possibilités pour sortir de ce binarisme de la langue dont on a beaucoup parlé, des assignations, de la nécessité de se dire ceci ou cela. Et la trouvaille, c'est une marque dont elle dit qu'elle est une des marques, qui est la lettre alpha, qui viendrait donc en suffixe de tous les noms, qui les dégenre effectivement complètement, mais qui présente cette difficulté qu'elle est spécifique à la langue écriture et qu'elle est imprononçable, c'est-à-dire qu'elle inscrit dans la langue ce qui ne peut s'y dire d'une certaine façon. C'est la visibilisation, oui, et c'est très important, l'imprononçabilité. C'est la visibilisation de l'imprononçabilité de ce qui échappe, enfin, ce qui ne peut pas trouver son lieu dans la langue écriture. Et elles imaginent aussi, enfin je dis au pluriel, puisque c'était ce travail mené avec Michel Causse, un pronom qui ne serait ni il, ni elle, ni elle, ni il, ni voilà, mais qui serait autre chose, tout à fait autre chose, et qui devient ul. Alors, je vous lis le petit passage qui vient presque en conclusion du livre, puis tu vas le commenter, l'expliciter peut-être. J'ai cherché un pronom qui prenne le large des territoires balisés, et ce pronom naît précisément, je l'ai analysé plus haut, de la neutralisation du neutre et des politiques de neutrification, en même temps que de sa rupture avec toute assignation fétichiste. J'ai cherché une démarque
qui ne dialectisent pas l'un ou l'autre en troisième genre grammatical, mais congédient la différence, avec un D majuscule, en acceptant le suspens de la phénoménalité. Ul, le pronom proposé, est alors indéfiniment intrusif en toute signature de soi, irrécupérable au prisme du ni, comme du et. Alpha est la lettre d'une désignation sans injonction qui accepte son imprononçabilité comme marque de sa dissidence et de son irrévérence à toute référence sexisante. Oui, ça c'était pour peut-être terminer un petit peu sur les propositions que j'avais continué de travailler. Bon, vous comprenez bien qu'on ne va pas demain utiliser ce pronom. Ce n'est pas du tout une question de normativité. C'est simplement une sorte d'invention. Il y a deux lettres. Et au fond, c'est la première et la dernière lettre d'universel. Et entre le U et le L, je dirais qu'il y a la pulvérisation de l'universel. Mais ce qui reste, c'est la possibilité d'un pronom qui échappe, évidemment, à la fois à l'engloutissement, enfin le masculin l'emporte sur le féminin. On est dans la fiction d'un universel qui est un universel ayant avalé toutes les possibilités qui sont les possibilités, les polyphénoménalités, je dirais, quelque chose comme ça. Bon, donc c'est en ce sens que il y a cette proposition qui est donc ce pronom-là, quoi. Comment se prononcer autrement. Et puis, ce que disait Auristel, c'est-à-dire que cette lettre alpha, cette marque qui en fait est, ça a l'air un petit peu un jeu, mais non, qui est une démarque. Sauf que il y a une visibilité et que ce qui m'importe évidemment dans cette visibilité, si je l'écris, c'est que l'imprononçable, c'est ça la panne phénoménologique de la langue. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de prononciation de ce qui ne peut trouver son lieu dans l'écriture. Donc, voilà, on peut utiliser alpha. Alors, je voulais juste, par rapport aussi à ce que tu appelles des exercices d'admiration, mais certaines choses qui sont importantes sur alpha. J'ai dit que alpha, c'était en fait une lettre concept. Concept, pourquoi ? Parce que c'est justement la conceptualisation et la visibilisation d'un imprononçable. Et je faisais le lien, enfin pour moi, je trouvais que c'était proche de ce que dit Deleuze. Quand Deleuze parle justement de concepts qui sont des centres de vibration. Et pour moi, c'est un petit peu ça, alpha. Ce serait une marque qui est centre de vibration. Je ne me souviens plus quel endroit j'ai développé, j'ai cité. Mais voilà, à la fin de Passion polygraphe, il y a donc un chapitre dans lequel j'ai fait apparaître les propositions polygraphes. Toutes ces propositions polygraphes, enfin toutes, celles qu'on a évoquées, c'est-à-dire Yel, l'usage aussi de Hal, l'usage de... C'était Léa, je crois, dans une des autrices, que tu as éditées, hein, Anne Larue. C'est Anne Larue, oui. Anne Larue. Et donc, fait une sorte de figure comme ça, qui était une figure de cette poétique des pronoms. Et puis, dans la mesure où je ne me reconnais pas tout à fait dans un pronom, par exemple, comme Yel, qui finalement reprend le binarisme, j'ai repris enfin des propositions qu'on avait déjà travaillées, qui sont les propositions de Hull, et puis une marque qui était la marque alpha, puisque tout à l'heure on a parlé de Lucas Greco. Bon, Lucas Greco qui travaille donc sur langue et genre, enfin qui est un linguiste, et lui propose une marque qui est un E majuscule. Je crois qu'on appelle ça un archigraphème. Il y a aussi proposition, donc ça n'est pas prononçable, on est bien d'accord, non plus. Il y a aussi le X. Il y a un usage du X, notamment, je crois, au Brésil,
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie des polygraphies. Il y a toutes ces polygraphies. Alors, je pense que il y a aussi l'astérisque, il y a aussi l'arrobase, voilà. Donc, on est dans ces polygraphies. Et donc, ces polygraphies, elles peuvent être tout à fait jouissives. Moi, je ne veux pas de l'arrobase. Je veux autre chose. Cette langue masculinisante, elle nous est transmise par quelque chose qu'on appelle la langue maternelle. Or, la langue maternelle, la langue, pas celle de l'Académie française, la langue commune, la langue de tous les jours, c'est la langue poétique. Il n'y a que seuls les poètes fondent. Il n'y a que les poètes qui peuvent arriver à ce que tu dis. Or, c'est justement l'arrobase et toute la dérive de la langue qui nous est arrachée aujourd'hui, d'une façon vraiment terrible par l'anglo-saxonisme et de tout ça, qui empêche un bain poétique dans lequel ce que tu dis pourrait avoir lieu. Si on croit, la métaphore du bateau, elle est reprise par Saussure, quand il dit que la langue se répare avec ses propres matériaux. Oui. Or, si ces matériaux, on n'en a plus, si la langue maternelle, poétique qui est la nôtre, la langue de la communale, j'allais dire, si cette langue-là nous est arrachée, comment toutes les propositions que tu dis, comment toutes les propositions qui sont faites là, et qui restent finalement d'un volontarisme linguistique, comment est-ce que tout ça pourra un jour advenir, quoi ? Oui, mais on peut être dans le désir, qui est le désir de continuer de penser, d'écrire, de se battre avec ce que tu dis aussi. Tu parlais de cet anglais, de ce globish, à quel point, pour le coup, ça, c'est aussi une neutrification, au sens vitrification de notre langue. C'est vrai, il n'y a que les poètes. De toute façon, Françoise, je suis entièrement d'accord. Soyons poètes. Soyons poètes avec les outils de la pensée, quand même. Si tu veux, j'hésite, mais d'accord, poétesse, oui. Eliane Viennot, par exemple, dont on parlait, m'a repris dans un échange qu'on avait. J'avais dit poète, elle m'a dit poétesse. Peut-être moi je vais demander un petit complément parce que je n'ai pas bien saisi. En quoi le hul n'est pas une neutrification ? Parce que pour moi, il ne s'inscrit pas comme un signifiant dans la langue telle qu'elle est, dans l'écriture telle qu'elle est. Et en ce sens, il échappe à ce qui serait une sorte de récupération comme neutre. Dans des articles parfois qui avaient été écrits au moment de la sortie de Requiem, notamment, je crois que c'est un linguiste qui s'appelle Daniel Elmiger, il me semble, suisse, et qui dit, voilà, il y a effectivement des propositions de pronoms neutres. Donc il prend plusieurs exemples et il met « ul » dans ses pronoms neutres. Et non. Pour moi, c'est extrêmement important, je l'ai dit, de refuser le neutre. Bon, on essaie aussi de trouver nos goûts, nos saveurs, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit dans l'écriture et dans la pensée, quoi. Sapiens, je sais pas être triste, quoi. Le problème, par exemple, des traductions de Monique Wittig aussi. Quand Wittig, par exemple, elle, dans Le corps lesbien, utilise un pronom qui est barré, un je qui est barré. Tu fais comment? Ou en anglais, I, tu barres comment? Aussi, Alpha, quand tu dis, c'est curieux parce que donc tu dis c'est imprononçable. Bien sûr, on l'entend bien. On le voit. On l'entend. C'est-à-dire que on parle de langue écriture, effectivement, et on ne parle pas de polyphonie. Et donc, le petit problème que moi je peux rencontrer, c'est que je ne peux pas m'empêcher de le prononcer, de l'entendre, de l'inventer. Et surtout, si la typographie
fait en sorte, et c'est un peu le cas dans ce livre, presque le alpha ressemble à un A. Et il fait penser, mais ça c'est parce que c'est le cerveau qui veut absolument voir une lettre prononçable. Donc moi j'ai eu cette petite difficulté à ne pas... Mais, pourtant Auristel a trouvé un super... C'est pas évident. Oui, Elle a trouvé un super alpha dans la typographie qu'on ne peut pas confondre avec un A. Le problème, c'est qu'on lit et qu'on prononce aussi. Enfin, j'adore que ça ne soit pas une solution non plus. Je crois que ce que je voulais dire, parce que ça, c'était un peu long de le développer, donc je ne vais pas le développer, mais le dire quand même. J'ai parlé de l'efficience de l'écriture. Ce qui se passe dans l'écriture. À partir, je crois, d'une conception qui est une conception... allez, on va dire, on peut faire des références à Derrida, qui dit que on a l'habitude de penser l'écriture comme l'expression d'une phonème, d'une voix, qui est une voix préalable, précédente. Et à ce moment-là, l'écriture n'est jamais que la servante. Enfin, il y a une fonction ancillaire de l'écriture, c'est-à-dire qui vient traduire en quelque sorte, enfin transcrire ce qui la précède. Donc le lieu en quelque sorte de l'être, si je me place un peu sur ce terrain-là, c'est la voix, c'est l'énonciation, enfin c'est la voix, c'est une voix première. Donc l'efficience de l'écriture, finalement, elle n'est pas, en tout cas initialement, on peut penser à Platon, lire le texte de Derrida qui s'appelle La pharmacie de Platon, où il y a toute cette condamnation de l'écriture. Bon, il faut être plus précis, mais je pense. Mais là, je renvoie à un article, mes co-auteurs, autrices sont là, de la revue Glad, qui est un article justement sur ce rapport de la phonème et de la graphée. Ça s'appelle entre parenthèses, des désaccords grammaticaux dans la dénomination de la personne écrite en France. Donc un tumulte graphique entre passion triste et passion joyeuse. Voilà. Mais c'est important parce que c'est pour moi un arrière-plan de ce que je dis quand même de la langue écriture. Dans ta critique aussi de la féminisation, oui. etc., c'est-à-dire congédier les différences. Oui. Tu l'as prononcé. Oui. Voilà, je suis un peu troublée, comme dirait Haraway. Oui. Je suis dans le trouble. Là, c'est pas le même, mais je suis dans un trouble parce que, du coup, je suis renvoyée au neutre. Parce que si Hull, c'est l'universel débarrassé de toutes les scories qu'il y a au milieu. La possibilité. La possibilité. Le fait de congédier les différences. Pas les différences, la différence. La différence. C'est pas pareil. Oui. C'est-à-dire une essentialisation qui est une essentialisation, si tu veux, du dualisme, du fait qu'on ne peut pas échapper à une différence qui est une différence fondamentale, qui est la différence posée comme masculin-féminin. Dans la langue, qu'est-ce qui est essentialisé? Ce qui est essentialisé, c'est pour ça que je parlais des cadres a priori auxquels on ne pouvait pas échapper, c'est il y a un genre masculin, il y a un genre féminin. En français, il n'y a pas de genre neutre. Et de toute façon, si on fait appel à un genre neutre, parfois avec des arguments qui sont d'ailleurs des arguments plus ou moins fallacieux, en disant mais bon, ça viendrait du latin, tout ça, parce que l'Académie française, là-dessus, ils se sont plantés à plusieurs reprises, ils sont incompétents linguistiquement de toute façon, mais si tu veux, je ne me situe pas sur un terrain qui serait le biologique ou le... Je dis qu'il faut l'interroger, je dis qu'il faut en montrer aussi la construction. C'était pas mon propos là d'interroger l'articulation et la différence sexe-genre, etc. Moi, mon terrain, c'est ce qui se passe dans l'écriture. Et ce qui se passe dans l'écriture, qu'est-ce que ça montre? Et comment on peut, puisque apparemment on peut ne pas s'y trouver dans cette écriture, enfin un certain nombre ne s'y sont pas trouvés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut jouer avec ça et remettre en question l'essentialisation de la différence. Cette différence au niveau des genres binaires. Parce que quand même, le français, c'est quand même une langue très genrée. Je suis totalement incompétent en tant que linguiste et même en tant qu'homme ici, mais bon, je vais quand même dire
Ça m'a fait bien réfléchir, tout ce que vous avez dit. J'ai noté quelques trucs comme ça. Ce qui, pour moi, fait l'essence de la condition humaine, tout ça, c'est au féminin, hein, essence, condition humaine, c'est la pensée, c'est la matérialité et c'est l'âme, des choses qui ne sont pas binaires, mais qui sont trinitaires, donc qui vont, à mon avis, contre l'ordre binaire. J'ai noté aussi que, et c'est une réflexion que j'ai, que dans ma masculinité, j'ai une forte proportion de féminité que j'essaye de faire vivre et que je demande aux féministes qui me rencontrent qu'elles la fassent vivre également. Et j'essaye, quand je rencontre du féminin, de faire vivre chez elles la part de masculinité. Alors ensuite, pour ce qui est de l'universel, pour moi, il y a un absolu universel qui est justement celui de la différence absolue, parce que depuis le début des temps, jusqu'à la fin des temps et dans le temps présent, et dans le temps présent instantané ici, il n'y a et il n'y aura pas un seul humain qui ne soit pas différent. Et c'est en ce sens que je situe pour moi l'universel. C'est tout ce qui m'a mené à la réflexion, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, sachant que je suis totalement incompétent en tant que linguiste et en tant qu'homme pour peut-être parler du féminin. Non, merci. Merci beaucoup. Dans ce que vous dites, j'entends tout à fait. Il m'a semblé que vous aviez une approche, mais vous allez me dire si je me trompe, une approche assez métaphysique. Vous avez parlé d'une trilogie, si je me souviens bien. Vous avez parlé de la pensée, de la matérialité et de l'âme. Vous parliez de cette trilogie un petit peu en, comment dire ça, en disant... ça n'est pas binaire. Je pense que la structure qui est la structure métaphysique est une structure qui est une structure binaire. L'âme et le corps. Peut-être, excusez-moi, je ne voudrais pas vous interrompre, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à partir et je ne sais pas s'il ne faudrait pas mettre un terme là, à la séance. Et... Mais, non, mais vous allez pouvoir parler tout votre saoul tout de suite. Le livre Passion polygraphe de Cathy Barasque est publié aux éditions X. Chez ce même éditeur, Cathy Barasque a aussi fait paraître Requiem pour il et elle avec Michel Causse. Elle est aussi l'autrice, entre autres, de Que ferions-nous de ce silence aux éditions Noir et Blanc. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 26 mars 2021. Réalisation et mise en onde, Radio. Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur au chaud. Ou bien quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez en mettant bout à bout toutes nos solitudes. On pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire
raconter. Écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite, ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler. Je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Pas mourir, écrire, grimacer, sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire, habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste, et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau, écrire pour ne pas mourir.